Salut Bissama, bonjour Internet, je suis Sébastien, et ce matin, là il est à peine 9h30, je viens de finir de regarder Backlash, qui a eu lieu durant la nuit, là, et je voulais vous faire un petit retour, parce que, de nouveau, il s'est passé quelque chose dans ce pay-per-view dont j'ai envie de parler. Alors, je sentais que ce pay-per-view allait me faire réagir, donc ce coup-ci, j'ai pris des notes. Et donc je vais vous en parler un peu. Alors je vais pas vous ramener d'images parce que j'ai pas envie d'avoir de soucis de copyright, donc vous n'allez que m'entendre parler. Mais c'est parti, on va démarrer les matchs dans l'ordre dans lesquels ils sont apparus sur la carte. Donc c'est-à-dire que le premier match de la soirée, c'était le Fatal 4-Way pour la ceinture du championnat USA. C'était LA Knight, Jacob Fatu, Damian Priest, Drew McIntyre. J'étais un peu surpris de voir ça comme opener. Je m'attendais à ce qu'ils gardent ça pour un match peut-être un peu plus au milieu de la carte, mais en fait non, c'est logique. Parce que tous les autres, c'est que des 1 contre 1, et le gros main event, de toute façon on sait ce que c'est Orton Cena qui arrive à la fin. Donc effectivement, autant démarrer avec l'autre gros match de la soirée et essayer de mettre les gens, de hyper un peu les gens pour accrocher un peu au au PLE. Donc voilà. Dans l'ensemble, c'était un match très sympa. Il y a eu de bons moments pour les 4 catcheurs. Chaque catcheur a eu le temps d'avoir ses 5 minutes, son moment où il a pu un peu briller. D'abord c'était LA Knight, puis c'était Jacob Fatu, ça a fini par Damian Priest, et on a eu en dernier McIntyre. Une fois que les 4 ont fait un peu leur vitrine, on est repassé sur un gros segment où McIntyre et Damian Priest sont allés faire un tour à l'extérieur du ring, parce que Fatal 4-Way, no DQ, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils vont se balader un peu dehors, au sein du public. Ils montent tous les deux sur des grosses caisses de transport de matériel. Et ça finit avec un magnifique spot, un super South from Heaven, donc c'est un chokeslam, hein. Depuis le haut de ces caisses sur 2 tables qui ont été mis là, les deux sautent ensemble, c'est un très beau spot, ça finit très bien et ça met les deux out pour le reste du combat. Donc on finit sur LA Knight et Jacob Fatu. Forcément à un moment, il faut que le Judgment Day débarque. Qu'est-ce que je raconte, Judgment Day, c'est après. Non, il faut que le Solo Sikoa avec la Bloodline V2 sortent. Donc Solo Sikoa, à un moment, effectivement, fait une intervention pour sauver Jacob Fatu d'un super elbow drop, donc du haut du poteau du ring, sur Jacob Fatu qui était couché sur la table des annonceurs. Solo tire Jacob Fatu de la table, LA Knight ne saute pas. Et après, quelques secondes après, on a la nouvelle arrivée de quelqu'un dans la Bloodline numéro 2, dans la Bloodline V2, puisqu'il s'agit de Jeff Cobb. Donc je connais pas le bonhomme, mais apparemment... Sturi en avait parlé dans ses prédictions, donc je suis un peu surpris. On s'attendait à Ikuléo, mais c'est devenu la blague. Non, c'est Jeff Cobb qui est sorti. Alors, je crois pas qu'il soit tongien ou qu'il soit vraiment de la Bloodline. Donc, c'est un mercenaire. Il y a peut-être un nouvel enforcer dans la Bloodline de Solo Sikoa. On verra bien ce que ça donne. On finit avec Jacob Fatu forcément qui gagne, qui garde la ceinture. Je pense que ça, de toute façon, c'était prévisible d'avance. Et d'ailleurs, c'est le maître mot de la soirée, prévisible. Puisque Jacob Fatu repart avec la ceinture, un peu surpris de cette nouvelle arrivée, qui ne sait pas trop où se mettre et ne sait pas trop quoi faire de ce nouveau gars qui va bosser apparemment avec Solo Sikoa. Donc, l'histoire continue à avancer dans la Bloodline V2 et il se peut que, Jacob Fatu, qui est beaucoup plus populaire que Solo Sikoa, va se faire botter le train et sortir de la Bloodline pour démarrer vraiment une carrière solo. C'est tout le mal que je vous souhaite parce que Jacob Fatu est un sacré bon catcheur, il fait un très bon spectacle, et même si, là, forcément, à cause du fait que c'est un match à 4, c'est toujours un peu le bordel, il a quand même tenu le haut du panier avec LA Knight, ils ont fait tous les deux une très bonne soirée, un très bon match. Damian Priest et McIntyre étaient là plus pour des spots et plus un peu moins présents, puisqu'en plus ils se sont sortis du match.
Donc voilà, mais les deux gars ont fait du très très bon boulot et il n'y a rien à redire de toute façon sur ces deux-là. Donc voilà. C'est un, c'est un bon début, c'est un bon match que j'ai bien apprécié. Il y a quand même un bon rythme, c'était assez costaud comme. C'était assez physique comme combat, donc très sympa pour démarrer, et puis ça a bien mis tout le monde en rythme. Et après la demi-heure de. Enfin la demi-heure, j'exagère, hein, mais après comme entre chaque match, toujours, il y a énormément de packages, de vidéos rappels et de pubs et de tout ça. On arrive sur la ceinture intercontinentale féminine pour le match de Becky Lynch contre Lyra Valkyria. Donc Becky Lynch qui nous joue les Flair, qui pareil que la fille Flair débarque, elle a un title, et puis un title shot, et puis voilà. Et en soi, le match était sacrément bon. Alors j'ai toujours un peu dormi sur les Valkyria, mais là elles nous ont fait un match un peu technique et j'ai quand même bien apprécié. C'était un match beaucoup plus lent, donc ça a eu le temps un peu de calmer la foule, ce qui n'était pas plus mal. Parce qu'on ne pouvait pas les garder aussi chauds qu'après le Fatal 4-Way, donc c'était bien. Dans l'ensemble, comme dit, le départ, c'était vraiment une construction super classique, le match, et en ça, il était bien. La shine de Lyra Valkyria était super, elles ont fait des spots techniques qui étaient plutôt sympas, moi j'ai bien aimé, j'aime bien le catch technique de manière générale, que ce soit l'utilisation de prise de soumission ou du chain wrestling. Bon là, il n'y a pas eu trop de chain wrestling, c'était vraiment plutôt des contres et compagnie, mais c'était sympa, j'ai beaucoup apprécié. Forcément, à un moment, il y a la hit de Becky Lynch qui profite d'une montée de Lyra Valkyria sur la troisième corde pour la balancer par terre et prendre le contrôle du match pendant un moment. On ralentit. Vraiment, c'est textbook. C'est vraiment le match classique par excellence. On en reste sur les bases, mais quand les bases sont bien maîtrisées, ça fait toujours des bonnes histoires, ça fait toujours des bons matchs. Et c'était le cas là. J'ai rien à redire. On a forcément, après 5-10 minutes de hit, on commence à avoir les petits moments d'espoir et le comeback de Lyra Valkyria. Il y a tout un setup, toute une histoire autour de Becky Lynch qui veut tricher et qui découvre des coins du ring, le coin supérieur, enfin l'anneau supérieur dans des coins du ring pour essayer de tricher. Elle a d'ailleurs essayé plusieurs fois de tricher sans succès. Au final, ça finit sur un roll-up de Lyra Valkyria qui l'emporte sur Becky Lynch. Moi, je dois dire, j'avais pronostiqué ça, parce que oui, je me suis amusé à pronostiquer ça. Univers Catch a mis en place un site de pronostic. Et mon premier prono, c'était effectivement Jacob Fatu qui gagnait. Et là, c'était Becky Lynch parce que je pensais qu'ils allaient qu'ils allaient nous prendre à l'envers et justement nous faire une flair où là, ce coup-ci, elle gagne. Et justement, pour pouvoir faire un parallèle un peu intéressant entre une Charlotte Flair qui arrive, tout le monde la déteste parce qu'elle arrive et on lui file un title shot tout cuit. Là, Becky Lynch, elle nous fait la même. Elle arrive, elle a un title shot tout cuit et tout le monde et elle gagne. Et ça aurait été très intéressant de superposer les deux. Mais non, elle a perdu et c'est très bien parce que Lyra Valkyria, elle mérite la ceinture et qu'elle continue de garder la ceinture puisque c'est elle, je crois, la championne initiale de ce titre intercontinental féminin. Et elle le mérite parce qu'elle fait du très très bon travail. C'était aussi un bon match, très différent du premier. Et comme dit, prévisible. Parce que je pense pas qu'ils allaient changer la carte après à ce backlash, quoi, à ce PLE post-WrestleMania. Mais dans l'ensemble, c'était très sympa. Comme dit, très bon match. Et de nouveau, sans transition, on passe au troisième match, qui est de nouveau un match complètement différent. Pour moi, tout de suite spoiler, hein, c'est le match de la soirée pour moi, je pense, parce qu'il y a vraiment eu de super trucs. C'est le match Pentagone contre Penta, contre Dirty Dom, Dominique Mysterio, forcément accompagné par le Judgment Day dont je parlais avant. C'est pour la ceinture intercontinentale masculine, et c'est un super match de lucha libre où c'est pas forcément un match de lucha libre où les mecs ils passent leur temps à cavaler partout, à virevolter et tout ça. Non, il y a de superbes belles prises, mais ils prennent leur temps de bien construire le match, et c'est pas un match
c'est pas un match de luchador dans des circuits indépendants. Donc ça veut dire que les mecs ils courent pas à 100 à l'heure, vous avez le temps de voir le match, vous avez le temps de comprendre ce qui se passe, et c'est vraiment agréable. Il y a des spots de tarés pendant ce match. Aussi bien Penta que Dirty Dom, ils nous font des trucs de fou, et j'adore. Je suis généralement, moi, pas un gros fan de lucha libre. C'est pas un genre qui me parle beaucoup. C'est comme ça. Je respecte énormément les performances des athlètes qui arrivent à le faire, mais moi, c'est pas un style qui me parle. Que voulez-vous? Mais là, par exemple, je crois que c'était Penta. Non, c'était Dirty Dom. Il nous a fait un suicide dive. Donc, il a sauté entre la deuxième et la troisième corde sur Penta. Et quand il attrape Penta pour finir et pour atterrir par terre, Penta fait une demi-rotation et ben ça finit il finit en spike sur un DDT. C'était juste super bien fait. J'aimerais tellement vous le mettre là, mais je peux pas. Donc si jamais quand je publierai la vidéo, les highlights sont prêts, je vous mettrai peut-être les highlights du match pour que vous puissiez aller les voir parce que c'était vraiment sympa. Mais ouais, ils nous ont fait des trucs de folie. J'ai aussi beaucoup aimé le fait que maintenant, dans son moveset, alors je regarde pas trop les shows weekly, les shows hebdomadaires de la WWE, parce que j'ai pas le temps. C'est quand même 2 fois 3 heures de catch, plus encore NXT qui est 2 heures, ça fait 8 heures de catch. Et je vous parle même pas des shows C, donc NXT Level Up, LFG, et maintenant je crois qu'ils en ont encore sorti un autre. Enfin bon, bref, si vous voulez regarder du catch à la WWE, vous en avez quasiment tous les jours et ça va vous prendre entre 10 et 15 heures de choses à regarder. Beaucoup trop. Donc, je regarde à peine les weekly. Généralement, je me tiens aux récaps qui sont faits par Stu et Monsieur Hawkin. Et ça suffit pour suivre les storylines et comprendre les PLE et pouvoir apprécier les PLE. Donc voilà. Et ouais, donc je disais, ce que j'aime bien, c'est que maintenant, dans le moveset de Dominique Mysterio, il y a l'Oblivion, qui est le finisher de sa copine. Et je trouve ça sympa. D'ailleurs, gros callback des annonceurs qui font un très très bon travail pour toute la soirée. Hein. C'est Michael Cole. Moi, je l'ai écouté en version anglaise parce que j'ai pris l'habitude comme ça. C'est Michael Cole et Wade Barrett. Et je peux vous dire, enfin, moi, j'adore Wade Barrett. Wade Barrett en tant que catcheur était déjà très sympa, mais au micro, enfin, Bad News Barrett et tout ça, ce mec est très bon au micro et c'est vraiment génial. Même si c'est dommage alors, je sais pas pourquoi il a quitté qu'il a arrêté de catcher dans le ring. Mais en tout cas, je suis très content qu'il ait sa place en tant que commentateur, parce que c'est vraiment très fun. Pour finir dans les gros spots de dingue, et celui-là, il a dû faire mal, surtout à Penta. On a fini sur un... Enfin, on n'a pas fini, mais c'est le dernier gros move que moi j'ai noté, c'est un Mexican Destroyer, donc un Canadian Destroyer, sur le tablier du ring. Ça doit faire très mal. Surtout pour Penta, vu que c'est lui qui l'a porté. Donc ouais, ils nous ont fait vraiment des trucs très sympas. J'ai aussi beaucoup apprécié que dans ce match, le public est vraiment à fond derrière Dominique Mysterio. Et le mec est en train de nous faire un face turn organique et ça va être. Et c'est très sympa. Et je pense que. Il a l'apparence de. Alors là, je tire un blanc, je fais un blanc et ça m'énerve. Enfin bon, il a vraiment une hit là qui, enfin sa hit a complètement disparu et là il commence à vraiment être over et c'est vraiment rigolo parce que les gens sont vraiment derrière lui et il va nous faire effectivement un face turn pardon, complètement organique. Et c'est vraiment cool. Donc j'espère qu'ils vont le faire bientôt. Et je pense qu'il se fera sortir du Judgment Day à un moment ou un autre. Et c'est comme ça qu'ils feront son face turn. Mais là, justement, en parlant du Judgment Day, à un moment, le Judgment Day intervient. Il y a, il y a tout un segment comme ça, overbooking, où tout le monde tous les gars du Judgment Day essaient d'intervenir. Finn Balor est un peu trop tard pour utiliser une chaise, et je crois que c'était une chaise. Ouais, bon, pas grave. Il essaie de tricher, en gros, et il est un peu trop tard. Le ref, l'arbitre les chope, et les fout tous dehors. Mais pendant que l'arbitre est occupé à foutre dehors le Judgment Day, arrive après
El Grande Americano, qui vient mettre un gros coup de boule avec son masque, avec un renfort métallique dedans, à Penta, qui, juste un peu avant, avait réussi à faire un over-the-top rope suicide dive sur tout le Judgment Day. Là aussi, c'était très sympa parce que lui, donc, il a sauté, il a fait son flip par-dessus la troisième corde, et il y avait juste en dessous de lui, entre la deuxième et la troisième corde, l'arbitre qui était passé entre les deux cordes pour parler justement de Judgment Day et leur dire de partir. Et donc, ça a fait une très belle image que j'ai vraiment, vraiment adoré. Il y a eu un travail de caméra. Enfin, les caméramans, ce soir, ils ont réussi à 2-3 moments à faire des super prises de vue. Et j'ai vraiment adoré. Je crois qu'il y avait aussi dans ce match-là un saut de Penta depuis le haut du poteau d'un coin de ring sur Dom. Et la caméra était juste à côté de Dominic Mysterio, vraiment en très grosse contre-plongée, avec un angle assez grand sur l'objectif. Et ça a donné une image vraiment super, quoi. Les caméramans, ils ont fait vraiment des super trucs. Et ce match-là, lui, il finit sur un frog splash de Dirty Dom. Et le voilà gagnant, il conserve sa ceinture, comme prévu. Là, j'ai réussi mon pronostic, puisque effectivement, je voyais pas Dominic Mysterio perdre son match là, ce soir-là, et il n'y avait pas de raison qu'il le perde. Donc voilà. Il va y avoir une suite à l'histoire. Penta, El Grande Americano, et je suis très content parce que El Grande Americano est un très bon catcheur, et j'ai hâte de voir ce qui va être fait. Ce qui m'amuserait beaucoup, ce serait que ça finisse en tag match, Chad Gable et Grande Americano contre Penta et quelqu'un d'autre. Peut-être quelqu'un du Latino World Order. Mais ce serait très marrant. On verra s'ils osent le faire un jour, mais déjà, refaire un match avec El Grande Americano, j'ai hâte, parce que, comme dit, j'adore vraiment ce qu'il fait. Et voilà, j'espère vraiment qu'il continue avec ce catcheur, qu'il continue avec ce feud, et qu'il va au moins durer jusqu'à SummerSlam, et qu'on ait un gros match de finish à SummerSlam, parce que ce qu'ils font, ça mérite une belle fin. On en arrive maintenant au moment what the fuck, enfin, au mauvais moment de la soirée, où du temps complètement perdu, et surtout qui est une grosse connerie de booking et beaucoup trop longue. Je vous ai pas pour l'instant donné les temps des matchs, mais juste pour votre information, si je me fie à la page Wikipédia du PLE, le Fatal 4-Way, il a pris presque 18 minutes. Le match féminin, il a pris 18 minutes 45. Le match Dominic Mysterio-Penta, il a duré 9 minutes 20, et c'est criminel. Je pense qu'il aurait dû... il aurait peut-être... Non, il était juste bon au niveau durée. Parce qu'ils ont eu le temps de sortir ce qu'il fallait, et au moins, ils n'étaient pas complètement éclatés. Donc, ils n'étaient pas complètement fatigués. Donc, à la limite, il a fait la bonne durée. Et là, on arrive au 4e match, qui est, comme dit, le match de merde. C'est Pat McAfee contre Gunther, qui est une storyline complètement débile. Le match, il dure 14 minutes, il dure 11 minutes de trop, et je comprends pas ce que fait la WWE avec Gunther. Je comprends pas. Alors, et je suis convaincu que, justement, Triple H a déjà déclaré qu'il détestait les fans. La ICW, la IWC, la Internet Wrestling Community, les fans de catch sur Internet, il les déteste. Il l'a dit ouvertement maintenant plusieurs fois dans des interviews, dont une récemment. Et Gunther, c'est quand même... Ça a été pendant un moment, ça l'est toujours un peu, le chouchou des fans d'Internet, parce que le mec est un immense catcheur. Et effectivement, quand il y en a qui se font passer pour le boss final du game, un petit coucou à notre connard de Dwayne The Rock Johnson, et ben, le vrai final boss du game à la WWE, ben, c'est Gunther. Enfin, c'était Gunther, parce que depuis qu'il a perdu son titre intercontinental, le personnage n'arrête pas de prendre des fions dans la gueule, et il n'arrête pas de le casser, de le descendre. Alors je comprends que
Le monstre qui était Gunther, champion intercontinental pendant 666 jours, il pouvait pas rester à ce niveau-là parce qu'il est imbattable. Et on va pas lui donner des runs de fou à chaque fois qu'il a une ceinture autour des hanches. On est d'accord. Mais là, le problème, c'est que le personnage, il commence à violemment dévisser au niveau de la force qu'il donne. C'est... Là, comme dit, 14 minutes face à Pat McAfee. Alors oui, la plus grande majorité de ce temps, c'est Gunther qui a joué avec Pat McAfee, mais ils ont laissé Pat McAfee monter une offense. Alors je peux que respecter l'athlétisme du gars, parce que le mec a été capable de sortir des trucs quand même assez sympas. Donc, dans le ring, contrairement au micro, il est plutôt bon. Et même s'il fera pas une carrière de catcheur, il peut très bien, donc il peut tenir. Allez, là il a fait un match de 14 minutes où il a passé la moitié couché par terre. Donc on peut lui donner un 6-7 minutes et il peut arriver à faire un très bon match. Ce qui est déjà énorme, hein, parce que mettez un lambda dans le ring, il vous fait 2 minutes et il est éclaté. Hein. Moi j'en fais même pas 30 secondes. Donc voilà. Je fais un aller-retour entre les cordes, je suis par terre. Voilà, fini. Il n'y a personne qui m'a tapé. Mais ouais, c'est vraiment un match qui, plus il avance, plus il m'énerve, parce que, plus en plus, ça fait passer Gunther de plus en plus faible. Alors je pense que c'est clairement le but, hein, c'est de l'affaiblir, jusqu'à ce qu'il soit au niveau d'un mid-carder, qu'un mid-carder moyen arrivera à battre. Bon, remarquez, certains me diront c'est peut-être déjà fait. Surtout qu'il a abandonné ses deux derniers gros matchs à WrestleMania sur... Enfin, il a abandonné son dernier match, et d'ailleurs, ça a été bien rappelé par le public qui lui a fait des chants « You tapped out », t'as abandonné. Mais ouais, c'est... En fait, ils sont en train de transformer un des champions les plus dangereux, les plus compétents, en un petit dur de bac à sable, un petit dur de la cour de récré. Un petit bully. Et c'est vraiment dommage. Parce que Gunther, il est capable de faire des bons matchs avec tout le monde, sauf Jey Uso. Parce que Jey Uso est un incapable fini. Mais Enfin ouais, ce match, plus il a avancé, plus il m'énervait. Non pas dans la performance, mais dans l'écriture. Parce que plus on avance, plus Gunther paraît faible. Et en plus, histoire de bien finir, ça finit sur une rear naked choke de Gunther sur McAfee. Et McAfee n'abandonne pas, il passe inconscient, il tombe inconscient. McAfee avait promis qu'il n'abandonnerait pas. Effectivement, il l'a pas abandonné, il est tombé inconscient. Et en plus, ce trou de balle, même pas 20 secondes après que la cloche ait sonné, il était déjà debout en train de en pleine forme. Le nocelle complet du finish de Gunther. Comme dit, c'est quoi l'objectif? C'est faire passer Gunther pour un clown? Parce que là, c'est clairement ça, quoi. Si vraiment tu voulais le faire passer pour le petit tyran de la cour d'école, ben il fallait un peu mieux vendre ça, parce que justement, que quand il s'est rendu compte qu'il avait la force, et ben il a appliqué la force et il l'a fini. Mais non, c'est... Alors moi, je vais être franc, j'ai raté le pronostic parce que je voyais finir McAfee gagnant. Et on n'était pas loin, en fait. Parce que je sais pas qu'il y a quelqu'un qui déteste Gunther à l'écriture. Comme dit, c'est le mec qui passe d'un des champions les plus dominants de ces dernières années, juste derrière Roman Reigns, et c'est peut-être ça le problème. Et là, ben, pouf, là c'est le crash pour Gunther. C'est vraiment désespérant, et je comprends pas cette écriture. Le match est correct, l'histoire se tient, même l'intervention de Michael Cole qui est complètement débile. Et d'ailleurs, les deux vont continuer à raconter de la merde sur Gunther, et je pense pas que l'histoire est finie, en fait. C'est ça qui me désespère, parce que j'aimerais bien que Gunther il fasse un vrai match avec un vrai catcheur, au lieu de perdre du temps à se prendre la tête avec des putains de commentateurs. Par contre, en parlant de commentateurs, gros respect
à Wade Barrett, qui a fait le dernier tiers du match seul, parce que dans l'histoire, Michael Cole pose son casque et va aux abords du ring pour encourager et intervenir dans le match. Il a même d'ailleurs assisté à faire un dirty pin sur Gunther en tenant les pieds de Gunther en dessous de la corde du ring, mais comme le ref il tournait le dos, il n'a pas vu tout ça. Enfin bref, n'importe quoi. N'importe quoi, c'est le match de merde de la soirée. Même si c'est match de merde au niveau de l'écriture plus qu'au niveau de la performance. Et je suis très content qu'on soit passé à la suite. Et moi, je vais aussi passer à la suite parce que je pourrais continuer à râler un petit moment. Parce que, comme dit, c'est quelque chose que je comprends pas et qui m'énerve. Triple H, si c'est ton objectif, t'as gagné. T'as juste gagné. T'as transformé Gunther en un clown. Et t'as réussi à m'énerver. Parmi, je pense, comme beaucoup d'autres, dans la communauté internet pour le catch. On en arrive au match le clou du spectacle, le main event, qui a duré 27 minutes 50, et comparément aux autres, j'ai pas écrit beaucoup. Pourquoi ? Eh ben parce que j'ai regardé le match. Le match, c'était Cena-Orton. Le dernier Cena-Orton. Et sans surprise, c'était un super match. C'est pas le match de la soirée parce que je soupçonne que c'est ma nostalgie qui parle un peu trop fort. Mais si vous aimez bien le catch classique, un peu plus à l'ancienne, avec un rythme un peu plus bas, un peu plus calme, avec pas mal de psychologie, eh ben, ça se tient aussi. Et au moins, et comme dit Cena en il est quand même marrant. Il est quand même très sympa à voir. Cena, il arrive avec une hit assez chaude au début, donc le public est relativement en colère face à Cena, à juste titre, et c'est Orton qui se fait acclamer par le public, ce qui est l'inversion totale de quasiment tous les matchs qu'ils ont fait, ce qui est assez rigolo. J'ai aussi beaucoup aimé un chant dans le public pendant ce match-là, avec le bon vieux... Ils ont ressorti tous les classiques pour les chants où on chie sur Cena, dont le You Can't Wrestle, donc tu sais pas catcher. Et là, l'autre partie de la foule répondait Yes, he can. Oui, il sait catcher. Effectivement, hein, Cena sait catcher depuis le temps. Mais ouais, c'est assez rigolo d'avoir vu sortir le chant, mais que ce coup-ci, il y avait quelque chose en retour. Donc ça, j'ai bien aimé. Alors, par contre, le gros problème de cette histoire, c'est l'overbooking à fond. Parce qu'il y a des ref bumps de partout dans cette histoire. Il y en a au moins 3, je crois. Enfin bon. Mais ça a été une excuse pour transformer le match au milieu, à peu près. Transformer ça d'un match régulier en un street fight. Donc un match un peu plus hardcore. Enfin, où tous les coups sont permis. Il passe un peu plus de temps dehors. Orton sort une table. Orton, il pique même le finisher de Cena 2 fois. Cena se moque de Orton et essaie de faire le punt. Bien sûr, il rate. Puisqu'il est trop confiant en lui. Enfin bon, l'enchaînement de ref bump, par un moment, je me serais cru dans un match de la Bloodline originale. Enfin, ouais. Pour le finish, c'est assez... Enfin, la dernière minute, c'est un enchaînement assez bizarre. Parce qu'ils ont sorti R-Truth. Alors, R-Truth, Ron Killings, c'est un de ses running gags, c'est qu'il dit qu'il est il est fan depuis l'enfance de John Cena. Sauf que pour ceux qui ne seraient pas au courant, je crois que Ron Killings, R-Truth, il a 10 ans, entre 7 et 10 ans, je ne sais plus. Enfin bon, il a quand même quelques années de plus que John Cena. Donc c'est un running gag qui est très rigolo pour tous ceux qui connaissent le catch, comme beaucoup de gags que fait R-Truth. Et là, comme il l'avait dit, à Cena, je crois que c'était au Raw, au dernier Raw, il avait dit je viendrai t'aider mon gars si t'as un souci, je te protège. Et effectivement, il arrive dans le ring et il essaie de protéger, il essaie d'interrompre, il essaie de protéger Cena d'un coup, je sais plus ce que c'était parce que je l'ai pas noté. Pour la peine, R-Truth, il va se manger un RKO, forcément. Il y a
On enchaîne ensuite sur un low blow de Cena, suivi par un coup de la ceinture sur la tête de Orton. Il vole la victoire, et puis voilà, quoi. Mais en gros, l'histoire était plutôt sympa, même avec le gros segment d'overbooking avec deux refs par terre, trois refs bump, deux refs par terre, l'intervention des officiels, Orton qui distribue des RKO comme si c'était des dragées à une communion. Enfin bon, voilà. Mais dans l'ensemble, c'était un bon match, et pour un de leurs derniers matchs à ces deux hommes, eh ben écoutez, pour moi c'est correct, hein, je vais pas me plaindre, c'était un bon match. C'est sûr que c'est pas les Orton Cena qu'ils étaient capables de faire il y a 10 ans à peu près, quand ils étaient tous les deux à leur prime, mais pour un final, j'ai rien à redire. Moi j'ai vraiment apprécié, et la clôture est plutôt bonne. Cena après il passe un bon moment après le match, en post-match sur le ring avec sa ceinture, et il se fait huer en dehors de l'arena par le public. Voilà. Dans l'ensemble, c'était un PLE tout à fait correct. J'ai passé un bon moment, hein, en avançant, en passant à travers tous les packages vidéo et toutes les pubs qui sont dedans, parce que comme d'habitude, hein, là, si je fais la somme, donc on a un show qui durait un peu moins de 3 heures, et on a une demi-heure. On a une demi-heure, on a 30, donc ça fait allez, une heure de catch, on a une heure et demie de catch pour un peu moins de 3 heures de match, de temps d'antenne. Donc vous voyez le temps qui est perdu sur tous les packages. Par contre, c'est génial pour les fans, les fans qui sont pas réguliers dans le catch, parce qu'avec ça, vous pouvez prendre ce PLE complètement dans le vide, sans rien savoir, et vous avez toute votre histoire, et vous savez l'histoire qu'il faut, enfin tout ce qu'il faut connaître pour pouvoir apprécier le match. Donc en soi, c'est un produit bien construit. Le public de Backlash était quand même un petit peu trop enthousiaste. Enfin non, il n'était pas trop enthousiaste, il était correct. Mais dans le premier match, dans le Fatal 4-Way, on a eu 3 chants This is Awesome en 10 minutes. Au début, les mecs, ils claquaient des This is Awesome pour n'importe quoi. Et le public était vraiment... Alors, je sais que la WWE, elle a tendance à essayer de démarrer des chants en utilisant le système d'annonce, enfin la sono dans l'arena. Et je pense que c'est à un ou deux moments, il y a des This is Awesome qui sont arrivés, qui venaient probablement, qui ont été incités par la par le montage, par la prod, parce que... Ouais. Enfin, les premiers This is Awesome, ils sont pour rien, quoi, littéralement. Mais vraiment, comme dit, moi j'ai vraiment apprécié, j'ai passé un bon moment, sauf le match de Gunther, mais sinon le reste du PLE était bon, et je n'ai rien à redire. Et même le match de Gunther, c'était un bon match, parce que Gunther il fait des bons matchs avec tout le monde, sauf Jey Uso. Puis voilà, bref, si jamais vous voulez le regarder, ben vous perdrez pas votre temps. C'est sûr que c'est un peu comme tous les backlash. Il a le problème d'être le PLE, le pay-per-view post-WrestleMania. Et donc forcément, on est sur le premier PLE de la nouvelle saison. Les enjeux sont quand même assez bas. On reconstruit des nouvelles histoires pour la nouvelle saison qui est en train de démarrer. Et ben ouais, donc forcément, les choses sont un peu... On garde stable les choses, on garde les ceintures sur qui elles sont, et puis voilà. Mais l'important, c'est d'avoir passé un bon moment, et j'ai passé un bon moment. Donc voilà. Pour le moment, regardez ce PLE, et uniquement ce PLE, pour moi, ça vaut le prix de l'abonnement au WWE Network. J'en profite tant qu'on peut, parce que fin d'année, si AB Prod ne re-signe pas, et je pense qu'ils n'arriveront pas à re-signer face à Netflix pour les droits de distribution de la WWE en France, et ben après, à partir du 1er janvier 2026, la France va elle aussi intégrer Netflix pour la diffusion des shows de la WWE, ce qui veut dire qu'il y a quand même une bonne partie du vault, enfin, du catalogue de vidéos de la WWE qui va disparaître, parce que Netflix, il va pas garder ils vont pas mettre les vieux pay-per-view, ils vont pas mettre les reportages que la WWE montait. Ils vont peut-être mettre les films de la WWE qui étaient produits par la WWE, donc ça pourrait être sympa. Mais voilà, enfin, j'ai vu que sur la chaîne YouTube WWE, ils mettent
en ligne leurs vieux documentaires. Donc, si vous êtes intéressé par les vieux documentaires de la WWE et comment certaines rétrospectives et tout ça, bah, ça peut être sympa. Voilà. Par contre, par exemple, je suis sûr que le catalogue de la une partie du catalogue de la WCW, une partie des vidéos de l'ECW, bah ça, ce sera ni sur Netflix, ce sera ni sur YouTube, et ça va être perdu. C'est vraiment dommage. Pour ceux qui veulent voir les anciens shows de catch. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde, mais voilà. En tout cas, bon voilà. Je vais m'arrêter là. Ça fait maintenant une grosse demi-heure que je parle. Je fais tomber mon stylo. Mais en tout cas, je vous remercie de votre attention. Comme d'habitude, je vous souhaite de trouver ce qui vous rend chaque jour un peu plus heureux. Et en attendant ma prochaine vidéo, eh bien, je vous dis à tous à la prochaine fois, ou plutôt comme on dit chez moi, bis nächste Mal.